Bonjour, bienvenue sur Contre Pop Culture. Voilà, ça y est, c'est le bilan 2022 de la chaîne. Voilà, comme chaque année, vous allez avoir les top 5 de l'année en BD, romans, ciné, séries, jeux, voilà, plein de choses, beaux livres, donc plein de tops sur tout ce que j'ai vu de mieux cette année, tout ce que je vous ai proposé de mieux sur la chaîne. Donc voilà, donc je suis très content de faire cette vidéo à nouveau. Comme d'habitude, je vais faire un petit bilan de la chaîne pour commencer. Mais à tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année, bien sûr, plein de bonnes choses, une bonne santé et puis beaucoup de découvertes cette année. Alors, le bilan de la chaîne, l'année dernière, à la même époque, vous étiez 4235 abonnés. Cette année, voilà, on en est à 6536, donc 2301 abonnés de plus au moment où je fais cette vidéo. Donc voilà, une belle progression, c'est très chouette. Et 190 000 vues sur la chaîne, donc c'est très bien. Le seul petit bémol que je pourrais dire, c'est qu'il y a toujours 53% de non-abonnés qui regardent les contenus. Donc du coup, c'est vrai que ça fait beaucoup de monde. Et c'est vrai que si ces 53% s'abonnaient à la chaîne, eh bien ça me permettrait vraiment de progresser. Alors pourquoi s'abonner? Évidemment, c'est complètement gratuit. Les notifications, si elles vous dérangent, vous pouvez très bien les désactiver. L'intérêt, c'est que moi, du coup, j'ai du poids pour aller démarcher les éditeurs, puisque le nerf de la guerre, un petit peu pour moi et pour ma chaîne, c'est d'arriver à avoir des livres gratuits, parce que mon budget, j'achète énormément de livres, et du coup mon budget tous les mois explose, et c'est vrai que c'est un rythme très soutenu, puisque je veux pouvoir vous présenter toutes les nouveautés, toutes les choses qui sont bien, qui sortent, et du coup, eh bien, c'est vrai que c'est un budget qui est lourd à tenir, à supporter. Et c'est vrai que du coup, quand j'arrive à avoir ce qu'on appelle des services presse, hein, des livres gratuits que les éditeurs envoient aux journalistes pour pouvoir les lire et les présenter, ça me permet vraiment d'alléger mon budget. Et voilà. Et cette année, j'ai fait l'impasse sur certains livres que je voulais vous présenter, puisque je n'ai pas pu les avoir en service presse. Voilà, par exemple, je voulais faire une vidéo sur les Minalima, et Flammarion n'a pas voulu m'envoyer les livres, donc j'ai laissé tomber la vidéo. Voilà, il y a sur des choses sur Harry Potter, des beaux livres sur Harry Potter. La Gallimard Jeunesse, c'est très difficile d'avoir des services presse, puisqu'ils se concentrent sur les plus gros médias pour envoyer leurs livres, puisque ce sont des franchises extrêmement connues. Voilà, plus je serai important, plus je pourrai avoir accès à ces livres. Bien sûr, l'objectif, ce n'est pas de gagner de l'argent, l'objectif, c'est de pouvoir vous présenter les livres. Et à ceux qui pourraient se demander si bien, les éditeurs, du coup, en nous envoyant des livres gratuitement, entre guillemets, nous acheter pour pouvoir faire la pub de leurs livres, je m'inscris en faux complètement avec ça, puisque moi, sur ma chaîne, je ne présente que des coups de cœur, que des choses que j'ai adorées, que j'ai aimées, que j'achète ou que j'achèterai. Donc voilà, je ne vais pas présenter un livre parce que l'auditeur me l'a gentiment envoyé. Voilà, je le mets de côté, je ne le présente pas s'il ne me plaît pas. Par contre, c'est vrai que je ne suis pas là pour casser ou bâcher des livres pour faire du buzz. Voilà, moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie d'être positif et de présenter que des choses qui me plaisent. J'ai énormément de respect pour les artistes, les créateurs. Je ne veux surtout pas voilà, m'acharner à détruire une œuvre pour faire des vues. Je vois pas du tout l'intérêt. Alors, qu'est-ce qui a marché comme vidéo cette année sur la chaîne? Eh bien, vous allez être surpris, ce sont les vidéos sur les bandes dessinées. Donc le top 10 BD fantastique qui a fait 8400 vues, le top 10 BD science-fiction qui a fait 6100 vues, le bilan bien sûr 2021, c'est une des vidéos les plus vues, les bilans à chaque fois de l'année, qui a fait 8400 vues. Donc les BD, ça marche très fort sur la chaîne, mais aussi les vidéos sur les romans, fantasy, SF fantastique, qui continue de bien fonctionner. Donc voilà, c'est vraiment le cœur de la chaîne, les BD, les romans, voilà, et aussi les beaux livres. Voilà, qu'est-ce qui ne marche pas? Ce qui n'a pas marché, c'est fait une grosse vidéo pour vous donner des avis sur des séries TV et des films que j'avais vus. Voilà, ça n'a pas bien marché du tout. Donc voilà, j'ai l'impression que vraiment, les gens qui regardent ma chaîne, ils attendent que je leur présente des livres et des beaux livres. Voilà. Donc je vais me concentrer un peu plus sur ça, même si je vais continuer quand même à parler de cinéma, de séries, voire parfois de jeux. Les concours ont très bien marché aussi, hein, les concours avec bien sûr les commentaires. Alors c'est vrai que les commentaires,
c'est quelque chose, je vous tenais encore une fois à vous le dire, à vous remercier pour vos commentaires bienveillants, chaleureux, motivants. C'est vrai que ça, c'est incroyable pour moi. C'est comme si on mettait de l'essence dans mon moteur à chaque fois. Voilà, il y a des fois où on est un peu fatigué, voilà, on est un peu moins motivé. Et quand on a tous ces commentaires, alors là, ça met un coup de boost terrible et voilà, c'est génial. En plus, moi, j'ai de la chance, j'ai une communauté, voilà, je touche du bois, j'ai pas de haters, j'ai pas de gens qui viennent m'embêter. Voilà, j'ai peut-être dû cette année supprimer un ou deux messages qui étaient un peu agressifs ou pas sympathiques, voire mal polis, voilà, mais c'est vraiment extrêmement rare. Et voilà, l'essentiel, je fais pas de modération, je réponds à tous les commentaires. Donc voilà, et donc je voulais justement vous dire que pour tous ceux, parce que des fois il y en a qui me disent je mets jamais de commentaires, mais là je mets un commentaire pour une fois, eh bien allez-y, vraiment n'hésitez pas. Voilà, moi j'ai souvent regardé effectivement des sites, des chaînes sans oser mettre un commentaire, et je vous encourage vraiment en bas de cette vidéo à vous lancer, à vous mettre un petit commentaire. Voilà, ça me permet, après moi c'est vrai que je réponds à tous les commentaires, donc c'est vrai que je repère au fur et à mesure un peu les gens, les noms, et j'ai plaisir à échanger avec vous sur les BD, sur les livres. C'est aussi le but de cette chaîne, de pouvoir échanger sur nos passions. Et voilà, donc n'hésitez pas, allez-y, lancez-vous, c'est le moment ou jamais de mettre un petit commentaire. La relation avec les éditeurs, alors je vous parle souvent de ces services presse. Maintenant, la chaîne est connue quand même, les éditeurs, globalement, ils m'envoient tous plus ou moins les livres. Voilà. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des livres que j'ai pas pu avoir. C'est vrai qu'il y a encore quelques types de livres que je ne peux pas avoir. Souvent, c'est les beaux livres, les livres qui coûtent cher, les intégrales, tout ça. Là, ils ont plus de mal à envoyer ce genre de... Ça coûte cher, hein, ça se comprend. Voilà. Donc, du coup, les éditeurs, quand même, ils connaissent la chaîne, ils m'envoient. Par contre, je passe énormément de temps à niveau mail, tout ça, pour pouvoir demander des livres. Voilà, essayer de les voir, qu'ils m'en envoient, essayer de préparer assez tôt pour pouvoir les avoir au moment où ils sortent. Donc, c'est pas évident. Voilà, et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et du coup, parfois aussi, j'ai des mauvaises surprises. Il y a des éditeurs qui disent oh ben, bien, je vais t'envoyer ce livre et tout pour ta vidéo, tout ça, et puis tu le reçois jamais. Et donc, du coup, tu peux pas faire la vidéo. Donc voilà, ça c'est aussi un problème. Après, ils ont beaucoup de choses à envoyer, beaucoup de choses à gérer, des impondérables avec la poste, les envois. Donc voilà. Mais globalement, quand même, la chaîne est connue et ça marche beaucoup mieux. Voilà, allez, on va commencer avec les tops. Vous êtes aussi un peu pour ça, et moi aussi. Donc les tops, c'est parti. On commence par quoi? On va commencer par les top 5 des BD de série. Voilà, les séries, voilà, plus de 2 tomes, les récits longs. Top 5, on y va tout de suite. En 5e position, attention, c'est Scurry de Mac Smith, La malédiction des ombres chez Delcourt. On en est au 3e tome de cette série avec des animaux, des souris qu'on suit avec un dessin absolument génial de Max Scurry. Et donc ces souris qui sont une véritable révolution chez eux avec des bandes qui se sont affrontées et du coup ils sont séparés et ils vont devoir essayer de survivre dans un monde vraiment hostile, un peu post-apo, et du coup, voilà, on a vraiment un dessin incroyable de ces aventures, et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à découvrir Scurry cette année. C'est top, voilà, Mac Smith, très 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 beau dessin. 4e position. Alors, en 5e position. En 4e position, eh bien, c'est Les 5 Terres. Vous savez que j'aime beaucoup cette série de l'Halloween, c'est un collectif de scénaristes, et Le Reculé au dessin, c'est chez Delcourt. On en est au tome 9, Tourrir intérieur, mais quand je vous dis tome 9, c'est-à-dire le 4e tome du 2e cycle. Voilà, ce sont des cycles de 6 tomes, voilà, et il y aura sur chaque peuple, donc là on en est là, vous voyez, et il y aura 5 du coup cycles. Il y a énormément de personnages, il faut oser se lancer dans les 5 terres, mais ça vaut le coup parce que le but c'est vraiment de faire une série avec beaucoup de personnages, de manigances, un peu comme une série télé. Ça peut ressembler un peu au Trône de Fer dans le sens où il y a beaucoup de personnages et qu'il y a des coups bas, des jeux de lutte de pouvoir. Avec là le cycle 1 c'était sur le peuple des lions, là c'était sur les singes. Et vraiment c'est bien fait, voyons un peu de fantaisie, on voit vraiment les personnages qui s'affrontent et qui sont attachants. Donc c'est assez mature comme univers.
Et les 5 terres, c'est vraiment très très ambitieux et c'est une belle réussite. Donc en 4e position des BD de série. En 3e position, ça va être une série que tout le monde connaît sur la chaîne parce que je la mets bien en avant. C'est les chefs-d'œuvre de Lovecraft de Gutanabe. Voilà, Cauchemar d'Innsmouth cette année on a eu, et on a eu aussi le Molosse. Voilà, deux titres très forts. La deuxième partie du Cauchemar d'Innsmouth qui est absolument excellente. Gutanabe, c'est du manga, c'est du noir et blanc, mais bon, ça peut s'apparenter vraiment à du roman graphique. C'est magistral en termes de dessin, il a vraiment retranscrit l'ambiance glauque, noire, lugubre de Lovecraft, avec des noirs et blancs terribles, et ces récits horrifiques, le Cauchemar d'Innsmouth en 2 tomes, je vous le recommande absolument. C'est super pour ceux qui aiment un peu se donner des frissons, avoir peur, sans tomber dans quelque chose de gore ou d'horrible. C'est vraiment du fantastique. Et voilà, c'est Lovecraft et c'est absolument excellent, avec une très belle présentation en couverture simili cuir. On arrive à la 2e place de ce top BD série, avec une série absolument fantastique, le Château des Animaux de Delep et d'Horizon. Delep au dessin, d'Horizon au scénario. La Nuit des Justes, on est au tome 3 chez Casterman. Le Château des Animaux, c'est librement adapté de La Ferme des Animaux, le roman d'Orwell. Et on va suivre des animaux dans un château qui sont dominés, écrasés par un taureau, par les plus forts. Et donc ces petits animaux qui sont un peu plus, voilà, qui sont un peu moins forts, vont se laisser mettre en esclavage et vont commencer à se rebeller, à entrer en résistance, mais une résistance pacifique. Voilà, ils veulent pas de violence, ils veulent arriver à changer les choses sans devenir comme leurs dominants. Donc voilà, c'est magnifique, le dessin est absolument superbe. C'est un régal, le scénario est très intelligent, très mature, et puis traite de plein de thèmes actuels de civilisation. Donc voilà, c'est vraiment touchant et très très bien fait, et c'est une super série. Si vraiment vous voulez vous lancer dans une série, elle est superbe. Et alors vous allez me dire, mais qui a fini premier de ce top? Eh bien, c'est une grande claque cette année, Melville de Romain Renard. On en est, c'est 4 tomes dans cette série d'histoires qui se recoupent dans le même endroit, dans la même ville, à Melville, une ville qui est un peu imaginaire, qu'il a créée, mais qui ressemble à certaines villes nord-américaines. L'histoire de Ruth Jacobs chez Le Lombard, c'est un pavé, c'est vraiment une très très belle édition, surtout qu'en plus l'auteur, et ça j'aime beaucoup, vous immerge dans son univers avec cartes, avec une bande originale que vous pouvez aller écouter sur son site internet, voilà, avec des dessins, des peintures qui vous plongent dans l'ambiance, dans la pluie de cette ville, et cette histoire de familles imbriquées les unes dans les autres, de secrets de famille. On a un jeune homme qui revient dans sa ville d'enfance et qui va retrouver, voilà, qui va essayer de renouer les fils d'une histoire d'une fille qu'il a connue, Ruth Jacob, voilà, et on va plonger dans ses souvenirs d'enfance avec un super dessin, voilà, avec des références à des chansons actuelles. Vraiment tout est fait pour mettre dans le thème, et on est dans du roman noir, voilà, on est à la limite du, c'est vraiment limite du policier, du thriller, mais c'est du roman noir, et voilà, et franchement c'est absolument excellent. C'était une grosse claque pour moi, Melville, et tout l'univers Melville, avec tous ces titres qui se recoupent, et à mon avis, celui-là, c'est le plus fort, le plus long en tout cas. Donc Romain Renard, le top cette année au niveau série, Melville, voilà, c'était absolument extra. On va enchaîner avec le top 5 des récits courts, alors soit des one-shots, histoire complète, soit des séries, des livres en 2 tomes. Donc là, en 5e position, nous avons Nettoyage à sec de Joris Mertens chez Rue de Sèvres. Joris Mertens, il a fait le très beau Béatrice. Il a souvent, dans ses BD, on voit un dessin magnifique avec souvent une ville, là c'est Paris, sous la pluie, de nuit avec ses lumières. Et on va suivre le destin de cet homme qui travaille dans un pressing, qui fait des livraisons, voilà, qui est un peu un type qui a un peu raté sa vie, qui essaye de, voilà, qui essaye de s'en sortir, mais voilà, il a une pauvre vie, et en fait, ouais, ces couleurs magnifiques de lumière et de pluie,
de nuit, eh bien, il va tomber sur quelque chose qui va peut-être lui permettre de changer sa vie et de mener la vie qu'il aurait aimé vivre. Mais bien sûr, ça ne va pas se passer aussi facilement. Les voyages Aztèques aussi, on est un peu dans le roman noir, dans l'ambiance. Et franchement, c'est surtout le dessin qui claque. Et c'est très sympa, c'est très chouette. Et c'est une BD qui m'a marqué. J'ai adoré ces ambiances. Et ce dessin de Joris Mertens. En quatrième place, une des BD de l'année qui aura évidemment marqué et qui aurait pu être plus haut dans le classement, mais il y a des très belles BD devant, du lourd. Neyef qui a fait Oka Hei dans le label 619. Le label 619, c'est un label qui fait toujours de très beaux objets, de très belles éditions. Et là, on a une histoire complète, voilà, pas mal de pages, bien présentées, c'est du western. Voilà, on l'attendait avec impatience, et bien on n'a pas du tout été déçus, avec de beaux paysages, une belle ambiance, des dessins voilà, très réussis. C'est un jeune garçon qui va être recueilli par une bande d'hors-la-loi, composée de Néerlandais et de 2 Indiens, et cette bande va l'emmener dans un récit un peu initiatique, dans une quête de vengeance. Ils sont poursuivis par un mercenaire qui est un chasseur de primes, et donc on a un peu tous les côtés du western, donc les différents paysages, les forêts, les champs, voilà, c'est les montagnes, c'est très beau, et en même temps il y a un récit initiatique, une quête de vengeance qui va peut-être se poursuivre après de génération en génération. Voilà, c'est une très belle BD. Bien dessiné, bien découpé, avec une bonne fin, c'est émouvant. Franchement, c'est du très solide, et c'est vrai que c'est dans tous les tops de fin d'année parce que ça le vaut vraiment. C'est une super BD. Donc voilà, c'était très bien. Et n'est qu'en 4e place. C'est vous dire que derrière, il y a du bon. Et en particulier 1629, vous savez que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette BD chez Glénat d'Horizon, encore une fois au scénario qui cartonne, et de l'excellent dessinateur Timothée Montaigne. Donc je savais que c'est ce duo que ça allait taper très haut. 1629 ou l'effrayante histoire des naufragés du Jakarta, c'est une histoire vraie. Et tout de suite on remarque cette couverture dorée qui change des BD habituelles. Ils ont mis le paquet avec une édition grand format, de belles pages, des cartes, une belle présentation. Voilà, on a tout de suite essayé de mettre le top du top de l'édition au service de superbes dessins, double page, de cette histoire, donc de ce bateau de commerce hollandais qui va très mal finir. On a un apothicaire, on a une jeune femme voilà, qui embarque sur ce navire. Il va y avoir des luttes de pouvoir et d'influence pour dominer, pour prendre le contrôle de ce navire, et ça va très mal se passer, se finir. Le dessin, voilà, moi j'ai adoré la mise en page et le dessin, c'est magnifique. Les couleurs aussi, c'est vraiment mon goût de la BD. Voilà, c'est sûr que ça rappelle L'Offray et Long John Silver, mais c'est des excellentes références, donc on est ravis de retrouver ce type de BD et de dessin. Et voilà, si le deuxième et dernier tome sera à la hauteur, eh bien on aura une BD référence dans le genre. Voilà, donc c'est absolument excellent. Et puis voilà, bon, c'est une des meilleures BD de l'année, et quand l'édition se met en même temps que le talent des auteurs, ben voilà, ça donne ça. 1629 en 3e place, et donc il fallait vraiment des BD très fortes pour passer devant, et là on a une BD qui touche au cœur. En 2e position, Le Petit Frère de Jean-Louis Tripp chez Casterman. Alors c'est une BD qui est hyper dure et émouvante, puisque Jean-Louis Tripp il va dédier ce livre à la mémoire de Gilles et son petit frère qui en vacances va jeune, voilà, va être happé par une voiture, un accident terrible qui va le laisser mort sur la route. Et donc c'est l'histoire autobiographique du dessinateur qui a cette scène terrible où il va lâcher la main de son petit frère, enfin il n'a pas trop le choix, et qui va être renversé par une voiture qui va même pas s'arrêter, qui va s'en aller et le laisser sur la route. Et donc tout ce travail terrible du choc, puis du deuil, qui est vraiment parfaitement retranscrite dans cette BD hyper émouvante, qui
qui ne peut que toucher. Voilà, on voit le dessinateur qui se met en abîme en train de parler avec sa mère, voilà, et voilà, arriver à parler de ce deuil, de cette douleur, oh, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, une très 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 belle BD qui est en deuxième place. Et on va arriver à la première BD de ce top récit court, avec le chef-d'œuvre de Rochette, La Dernière Reine, chez Casterman. Encore une fois, Casterman, ils ont fait une très très belle année. Donc La Dernière Reine, Rochette, c'est le dessinateur du transpersonnage, mais aussi d'une veine un peu différente dans son œuvre, comme Le Loup ou Elle Froide. Et donc du coup, là, avec La Dernière Reine, j'ai l'impression qu'il a fait vraiment son summum. D'ailleurs, il a annoncé qu'il allait arrêter la BD et se consacrer à la peinture et à la sculpture. Et c'est vrai que là, on a une œuvre un peu somme, donc qui va retracer au travers du temps une histoire entre l'homme et l'ours. Voilà, avec une génération, une famille qui s'attache au gré des années à l'ours et à ce poilu de la guerre 14-18 qui va avoir le visage défiguré et qui va se faire reconstruire le visage en rencontrant une femme dont il va tomber amoureux. Ils vont essayer de vivre à la ville, mais ça ne va pas très bien se passer et ils vont finir par partir, retour à la nature, à la montagne, voilà, et retrouver cette histoire d'ours et tout ça. Donc voilà, c'est très très bien dessiné, il y a une simplicité dans le dessin, voilà, il a épuré son style, c'est vraiment très très beau, très émouvant, voilà, ça fait vraiment classique dès qu'on le lit, c'est hyper dense, voilà, donc c'est... Pour moi, dès que je l'ai lu et que je l'ai posé, je me suis dit ça, à mon avis, c'est la BD de l'année. Et voilà, donc j'ai pas été du tout déçu. Et c'est bien dommage que Rochette arrête la BD, peut-être qu'il y reviendra un jour. Mais voilà, là, il a vraiment réussi son chef-d'œuvre. Et c'est la BD de l'année récit court 2022 de Contrevent Pop Culture. Donc voilà, on a fini pour la BD, mais ne partez pas, puisque nous allons avoir les romans fantasy SF fantastique, les beaux livres illustrés, et aussi les jeux de société, plein de choses encore. Allez, on continue, on enchaîne, c'est top, c'est le but, avec les livres de l'année en SF fantasy fantastique. Et bien cette année, on ne pouvait pas passer à côté des rééditions de Dune qui continuent, et chez Robert Laffont dans de belles éditions, donc Frank Herbert, donc ça c'est le tome 3. Alors dans Dune, moi j'aime beaucoup le premier tome, que je trouve la référence, le chef-d'œuvre de Frank Herbert. Le tome 2 est beaucoup plus sombre, beaucoup plus triste, dur, sec, je l'aime moins. Et le tome 3, je trouve que ces Enfants de Dune, ils relancent vraiment très très bien l'histoire avec la suite. Voilà, les descendants de Leto Atreides, Leto et Ganima, ces jumeaux, qui vont être très importants pour la suite de l'histoire. Et là, il se passe plein de choses. On retrouve déjà plein de personnages de Dune, le retour de certains ennemis. Il y a vraiment une suite très très bien troussée, avec de l'action, voilà, parce que Frank Herbert, il a tendance des fois à partir dans des délires un peu métaphysiques. Là, il reste quand même sur quelque chose il y a un peu de tout, un peu d'action, un peu de complot, un peu de métaphysique. Donc du coup, voilà, c'est assez long, c'est très bien, franchement. Après, le tome 4 est un petit peu l'Empereur Dieu de Dune, moi je trouve un petit peu différent, un peu moins bien. Chacun a ses préférences dans cette œuvre extraordinaire de Dune. Mais voilà, ce tome 3, moi je l'aime beaucoup, donc je l'ai mis en 5e place de mes lectures préférées de cette année. Encore une réédition chez Mnemos. Ils ont fait un travail incroyable cette année, Mnemos, sur les intégrales de H.P. Lovecraft, David Camus. Ils ont tout ressorti, ils ont toute une collection d'intégrales, donc il y en a pour tous les goûts. Alors hop, j'attrape si j'arrive, voilà. Donc il y a vraiment sur les nouvelles, il y a aussi le cycle de Providence où vous avez toutes les nouvelles de Cthulhu. Donc tout ça, c'est sorti tous les 2 mois. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé l'unique en fait roman de Lovecraft
puisqu'il a fait beaucoup de nouvelles. L'affaire Charles Dexter Ward, voilà, un roman où on retrouve un peu toutes ces choses. Un jeune étudiant passionné d'histoire qui va creuser la généalogie de sa famille pour découvrir qu'il a un ancêtre qui a fait des choses terribles. Et du coup, en cherchant, il va tomber sur des objets, des choses maudites. Il va réveiller quelque chose de terrible et ça va l'entraîner dans une spirale, une malédiction qui va l'engloutir complètement. Il y a de l'occultisme, voilà, il y a plein de choses, on retrouve vraiment tous les thèmes de Lovecraft. Donc, je me suis régalé avec ce roman qui est assez court de Lovecraft, l'affaire Charles Dexter Ward, en 4e place. En 3e position, un livre de poche, mais quel livre de poche qui a eu un succès fou cette année, Blackwater, La Crue, le tome de Michael McDowell, c'est le premier tome, La Crue. Et en fait, il y a eu un projet un peu fou, l'éditeur de Monsieur Toussaint Louverture, c'est-à-dire de refaire ce qu'il avait fait aux États-Unis, à sortir un livre chaque mois. Et donc ils l'ont fait avec des couvertures dorées qui ont vraiment tout de suite beaucoup plu, et ça a cartonné. Je pensais pas qu'ils pensaient en vendre autant. Donc le tome 2 qui est sorti, après La Maison, le tome 3, avec toujours des magnifiques couvertures, La Guerre, tome 4, tome 5, La Fortune, et puis La Pluie, le dernier tome de Blackwater. Donc tous les mois sortir un livre de poche comme ça, magnifique, une très très belle collection. Alors c'est quoi Blackwater? C'est du fantastique, mais léger, une légère touche de fantastique dans une histoire de famille. On est aux États-Unis, au bord de la rivière Blackwater, qui a tendance à faire des crues, à inonder les terres autour. Et un jour d'une grande crue, un homme va avec une barque découvrir une femme dans un immeuble inondé, une femme qui est là, mystérieuse. Comment elle est arrivée là? On ne la connaît pas, elle sort de nulle part. Et elle va être très très mystérieuse. Il va en tomber amoureux et et cette femme petit à petit va révéler son côté surnaturel et va faire des choses terribles à cette famille. Voilà, ça se joue sur plusieurs, on voit les générations, plusieurs années. Et il y a un rythme un peu comme cette rivière, voilà, au bord de l'eau, assez lent, assez doux. Et le surnaturel surgit par instant. Au tour à tour d'une histoire de famille. Donc voilà, franchement, c'est une ambiance, c'est très agréable à lire, ça se lit assez vite, et surtout l'édition de Monsieur Toussaint Louverture est magnifique, et puis c'est un pari réussi, donc franchement, c'était très sympa si vous aimez le fantastique un petit peu. En 2e position, de la fantaisie, avec Pierre Grimbert, Le sang des parangons chez Nemos. Pierre Grimbert, c'est le secret de J. Voilà, c'est un auteur français qui est talentueux, qui est connu. Et là, il revient avec un roman en un tome, assez ramassé, assez court, avec, moi je trouve, une très bonne idée de départ. Le monde c'est la fin du monde, tout s'écroule, tout est en train de tomber en pièces. Dans ce monde de fantaisie imaginaire, et donc eh bien, chaque tribu, chaque peuple se dit il faut absolument qu'on trouve notre meilleur guerrier, notre meilleur érudit, notre meilleur magicien, pour aller à la rencontre des dieux qui habiteraient dans une montagne où il y a une porte, et tout le monde se dit que c'est là que ça se joue, mais personne n'en est jamais sorti, n'en est jamais revenu de cette montagne avec ses portes et cette colonne. Que se cache-t-il dans cette montagne? Ces héros, ces parangons, vont-ils réussir à trouver la solution au monde qui s'écroule? Et donc ce groupe d'aventuriers hétéroclites va pénétrer dans cette montagne, et ça va être terrible. Voilà, ça va être l'hécatombe, le sang des parangons. Donc voilà, il y a un mystère. Chaque chapitre nous révèle un des personnages. Alors il y en a beaucoup des personnages, donc du coup il ne va pas tous les montrer, mais franchement, voilà, on est un peu comme une série télé. À chaque fois, on suit un personnage, on voit un peu ce qu'il a fait, et puis on voit son destin. Les personnages sont très bien incarnés. Franchement, voilà, on a envie de savoir. Il y a plein d'actions dans cette montagne terrible qui recèle plein de dangers. Voilà, je me suis régalé. C'est un page-turner, et c'était un très très bon moment de lecture. Et en première position de ce top roman de l'année, eh bien c'est Le Chant des Géants de David Brie chez HSN. Une belle édition avec une belle couverture, voilà. Franchement une belle proposition déjà éditoriale,
avec des liserés, avec voilà. Alors le chant des géants, c'est quoi? C'est une histoire un peu, on est dans un monde un peu moyenâgeux, type nordique, avec une île qui est rêvée par 3 géants, 2 géants, une géante, et chaque géant a un peu son domaine de prédilection. Il y en a un c'est la guerre, il y en a un c'est les arts, voilà, il y a la magie, et du coup ces guerriers très rudes se réfèrent tout le temps à ces géants, et on suit le destin de 2 frères qui vont malheureusement s'affronter et tomber amoureux de la même femme. Donc 2 frères qui se déchirent, des luttes de pouvoir, des luttes de clans, et pour rajouter une couche, une espèce de brume nuit qui envahit l'île et qui fait disparaître les villages et réduit un peu tout ce monde au néant, une menace donc en plus. Voilà, c'est très bien écrit, il y a vraiment un côté conteur dans ce récit. On s'attache aux personnages, il y a pas mal de batailles, voilà, il y a un vrai côté émouvant entre cette lutte de 2 frères et cette femme, et la fin est très bien trouvée, très bien faite. Voilà, des fois il y a des romans où la fin est un peu moins bien. Là, la fin, j'ai trouvé très très bien, très émouvante, et quand on ferme le livre, on se dit que c'est une belle histoire et un beau conte, comme était l'invite du livre. Donc vraiment j'ai trouvé ça très 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 bien si vous aimez un peu de la fantaisie un peu guerrière, avec un côté un peu mythologique. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ce Chant des géants de David Brie, et c'est la lecture qui m'a procuré le plus de plaisir cette année sur Contrevent Pop Culture. Voilà pour ce top roman. On continue avec les belles éditions, les beaux livres. Vous savez que j'adore les belles éditions, les livres illustrés, les artbooks, les beaux livres, et que voilà, j'adore vous les présenter. Et cette année, en 5e place de ce top, il y a une très belle édition chez Christian Bourgois, des contes et légendes inachevées de Tolkien, toujours édité par Christopher Tolkien, et illustré par un trio de choc, puisque c'est vraiment les meilleurs illustrateurs de l'univers de Tolkien, Alan Lee, John Howe, Ted Nasmith. Là, on a une très très belle. Et donc du coup, là, on a l'histoire de Celeborn et Galadriel, l'expédition d'Erebor, on a les Magistari, on a plein d'histoires courtes qui vont développer un peu l'univers de Tolkien, avec des belles illustrations, une très belle édition comme d'habitude chez Christian Bourgois. Je crois qu'il y a 18 illustrations dans ce livre. Alors voilà, avec des styles différents. Ça doit être du Nasmith. Ça c'est du Alan Lee. Voilà. Et donc du coup, de belles illustrations, une belle édition, et puis plein de choses qui vont vous apporter des éclairages sur l'univers incroyable de Tolkien. Donc voilà, c'est indispensable si vous aimez le Silmarillion, ou si vous voulez en savoir un peu plus. Voilà, et on se retrouve avec des choses qui peuvent être intéressantes, surtout si vous avez regardé Ring of Power, les Anneaux de Pouvoir, puisqu'on a des choses qui touchent l'histoire de Galadriel, par exemple, qui n'est pas traitée exactement pareil dans les Anneaux de Pouvoir. Voilà, donc une très belle édition, costaud, dans le même style que le Silmarillion, chez Christian Bourgois, en 5e position des beaux livres. On reste dans l'univers Tolkien pour la 4e place, avec une très 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 belle édition, un très beau livre chez Brajlon, de Karen Vin Fonstadt, Atlas de la Terre du Milieu. Alors là, si vous aimez la fantasy, vous aimez les cartes, puisqu'il y a toujours des cartes dans les histoires de fantasy. Et donc du coup là, c'est toutes les cartes qu'elle a imaginées de Tolkien, avec des textes qui sont explicatifs. Alors on a les cartes classiques, mais on a aussi plein d'autres cartes qui vont vous expliquer un peu le Seigneur des Anneaux, mais aussi le Silmarillion, mais aussi le Hobbit. Voilà, toute l'histoire de Tolkien avec les cartes, les batailles. Voilà, les cartes sont magnifiques, l'édition est très grande, on en prend plein les yeux, les textes sont intéressants, c'est mis au goût du jour. Donc voilà, vraiment du très 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 bon, du très très intéressant. Je vous le recommande chaudement. Un bel objet pour ceux qui ont envie de plonger un peu plus dans l'univers de Tolkien. En 3e position, alors là, les costauds, c'est lourd.
Moby Dick ou le cachalot, je vous l'avais présenté dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, c'est chez Sarbacane, le classique de Herman Melville, illustré par Anton Lomaev, et j'ai beaucoup aimé le style Anton Lomaev, qui colle très bien avec ses couleurs bleues froides, l'univers de ces marins, voilà, on sent un peu le côté maritime, voilà, dur, crasseux de l'univers, et de ces personnages avec ces gueules. Voilà, je trouve vraiment que son dessin apporte quelque chose, et franchement, ça colle parfaitement. Il y en a vraiment beaucoup de dessins, ils sont très beaux, et voilà, c'est vraiment, ça colle parfaitement, je trouve, et bien sûr c'est un grand classique, l'édition est grande, belle, voilà, c'est vraiment franchement un très beau livre que je vous conseille, c'est un classique, et j'aime beaucoup les classiques illustrés, et celui-là est particulièrement réussi. On arrive en deuxième position, ça a été très serré entre les deux, on est toujours chez Brajlon, avec Conan, la tour de l'éléphant, de Howard bien sûr, illustré par Séché. Voilà, ils avaient fait les Witcher illustrés, il y a les Lovecraft illustrés, et là il y a Conan illustré, donc voilà, c'est illustré des nouvelles, et c'est vrai que là, franchement, j'ai adoré les ambiances et le travail de couleur et de peinture, de dessin de Séché, dans cette nouvelle où Conan va se retrouver un peu comme un voleur, il va essayer d'aller voler un joyau convoité dans cette tour, et ben, ça va pas être facile. Et forcément, voilà, on a de nuit, des lumières entre les tavernes, les étoiles, cette tour, voilà, je trouve très beau. Franchement, j'étais tout de suite dans l'ambiance. La nouvelle, bien sûr, est en intégrale. Il va tomber sur un autre voleur. Ils vont faire équipe pour essayer de rentrer dans cette tour dont personne n'a jamais réussi à prendre les richesses. Et vous voyez, il y a vraiment, c'est très chouette. Franchement, j'ai beaucoup aimé, vraiment cette ambiance et ces dessins de Conan la tour de l'éléphant. J'espère qu'il y en aura d'autres, des Conan illustrés, mais de cette qualité-là, vraiment très bien. Et vous me direz, ben, qui est premier dans les beaux livres, les livres illustrés? Eh bien, toujours dans la même collection, chez Brajlon, L'Abomination de Dunwich, Lovecraft, toujours, et Baranger, voilà, qui continue son exploration de l'univers de Lovecraft après les Montagnes hallucinées et l'appel de Cthulhu. Bientôt, il y aura un autre tome, Innsmouth, qui va arriver. Et là, voilà, tout de suite, dès la première page, on est dedans, dans cette ambiance. Il retranscrit parfaitement l'univers de Lovecraft, ce côté glauque, sombre, mystérieux, oppressant de cette ville de Dunwich, où il y a toujours eu des choses un petit peu étranges depuis longtemps, parce qu'on est voilà, avec les sorcières, et du coup dans une ferme isolée va naître une créature qui va grandir dans cette ferme isolée, dont on ne sait rien, les vitres sont claquemurées, voilà, et cette créature va grossir, et du coup, eh bien, comme d'habitude chez Lovecraft, des gens vont s'en apercevoir, vont enquêter, vont essayer d'y mettre un terme à cette abomination qui grandit. Donc voilà, c'est hyper bien dessiné, mise en page. Voilà, j'adore complètement le style Baranger. Et à chaque fois, ça fait mouche. Donc voilà, c'est vraiment la lecture qui m'a donné le plus de plaisir cette année. Vivement Innsmouth, parce que ça va être encore extraordinaire. Voilà pour le côté beau livre. On va passer au bilan ludique. J'attrape en 5e position. Donc bilan ludique, c'est jeux vidéo et jeux, tout ce qui est jeu. Donc un jeu qui m'a beaucoup plu cette année, c'est Kudo de Bruno Catala et Ludovic Maublanc, La Voix de l'Arc, chez Offline Édition, avec Camille Chaussy au dessin. La Voix de l'Arc, c'est une sorte de roll and write avec voilà, une cible sur laquelle on va cocher des dés avec des pouvoirs, comme avec Bruno Catala, il y a souvent des coups fourrés aux adversaires. Et bien là, ça rate pas, puisqu'on va pouvoir détruire des spectateurs
aux adversaires et leur faire des coups pourris. Voilà, il y a une très belle piste de dés, chaque piste de dés est collector, elles sont toutes différentes. C'est fait, c'est un éditeur français qui a fait vraiment un superbe travail d'édition offline. Et cette piste est très belle, le matériel est très beau, il y a des petits jetons, il y a des cartes qui sont très bien dessinées. Et dans le genre roll and write, donc c'est plus fight, vous voyez, il y a un côté très concurrentiel. Et on passe un bon moment avec ce Kudo de 2 à 4 joueurs, 7 ans et plus, 25 minutes la partie. Donc vous voyez, c'est très accessible à tous et ça plaît à tout le monde. Voilà, donc une bonne pioche. Ensuite, en quatrième place, super méga Lucky Box, encore un jeu léger de Phil Walker Harding. 8 ans et plus, 20 minutes, c'est du bingo, et du coup, comme le loto, vous allez avoir des cartes à cocher, alors avec des feutres, donc ça c'est bien, vous pourrez réutiliser tout le temps, puisqu'on peut, les feutres sont fournis avec, et on peut effacer les cartes. La différence qui fait que ce jeu est plus intéressant qu'un simple loto, c'est qu'il y a tout un système de bonus. Quand on finit une ligne, on a un bonus associé, et ces bonus vont s'enchaîner, puisqu'on peut cocher sur une autre case, et avoir un autre bonus. Il y a un côté un peu combo, et c'est très agréable d'arriver à enchaîner ces différentes cartes et à gagner toujours des choses. Donc voilà, un système malin. En plus, on a des éclairs qui peuvent modifier les chiffres qui sortent. Donc voilà, c'est très bien. C'est chez Cocktail Game. C'est un jeu, pareil, que vous pouvez sortir en famille, avec les enfants, avec tout le monde, et tout le monde va s'amuser. Ensuite, Splendor Duel, un jeu à deux. Voilà, si vous aimez les jeux à deux, moi Splendor c'était un grand classique chez moi qui sortait beaucoup de Marc-André, et là il s'adjoint les services de Bruno Catala qui est un coquin et qui va forcément mettre un peu plus d'interaction avec les joueurs. On retrouve un peu le même genre d'édition comme il avait fait sur Seven Wonders Duel. Voilà, il avait aidé l'auteur à améliorer un peu cette mécanique. Et bien là, on a les gemmes qui sont carrément sur un plateau, un peu comme dans Seven Wonders. On va prendre des gemmes différents sur le plateau, mais ça va du coup gêner ou pas l'adversaire, un peu comme à Seven Wonders, on retournait certaines cartes, duel, et donc du coup, ça change un peu la façon de jouer. Et puis il y a des privilèges, il y a des petits bonus, et les cartes ont des effets maintenant quand on les prend, pas uniquement pour faire un moteur de jeu, mais on peut aussi, du coup, quand on prend une carte générée, on peut piquer des cartes adversaires, des joyaux adversaires, on peut faire des coups bas, et puis on peut aussi rejouer. C'est plus difficile d'avoir les cartes. Donc voilà, le matériel est très sympa, avec des jetons en dur, et c'est un peu plus difficile à jouer que le Splendor classique. Ça amène vraiment quelque chose de différent, et dans une petite boîte, c'est très réussi. C'est chez Space Cowboys. Voilà, et en deuxième position du bilan ludique, c'est pas une nouveauté, mais c'est un jeu, c'est peut-être le jeu auquel j'ai le plus joué cette année. À deux, Jarnac, le jeu d'Émile Lombard chez Black Rock Game, qui est un classique des jeux de lettres. Et en fait, c'est un jeu qui, je trouve, tourne absolument parfaitement. Bon, chacun a un plateau en bois, on tire des lettres en bois dans un sac. Et en fait, le but du jeu, c'est de faire, à son tour de jeu, le plus grand nombre de mots. Plus le mot est long, plus on gagne de points. Donc jusque-là, vous me direz, voilà, ça va. Mais le problème, c'est que l'adversaire, si vous ne trouvez pas un mot à faire avec vos lettres, eh bien, il peut vous piquer le mot qu'il va trouver avec les lettres que vous n'avez pas utilisées. Et donc, il vous fait un Jarnac, et à ce moment-là, il vous pique votre mot, même s'il est assez long. Et là, c'est terrible. Donc, à votre tour, à chaque fois, vous avez la pression de l'adversaire, qui fait qu'à tout moment, il peut vous trouver un mot si vous n'en trouvez pas. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on joue tout le temps. À son tour de jeu, on joue pour faire son mot, et quand on ne joue pas, ben, on essaie de jouer pour essayer de piquer la lettre adversaire. Donc, on joue tout le temps. Il n'y a pas de temps de repos. Finalement, le cerveau est tout le temps en permanence en train de chercher. Donc, c'est assez fatigant. Il y a une tension, et franchement, il est parfaitement équilibré. Et c'est un super jeu si vous aimez les jeux de lettres. Voilà, c'est très très bien le Jarnac. Et puis, le premier du bilan ludique, eh bien, c'est un jeu vidéo. Voilà, j'y ai passé pas mal de temps, un peu trop sûrement. Elden Ring, voilà, le jeu de Bandai Namco, dans la série des Souls. Voilà, Elden Ring, c'est de Miyazaki, c'est un chef-d'œuvre du jeu de vidéo. Alors, moi, j'avais pas eu un coup de cœur comme ça depuis The Witcher, hein. Wild Hunt, c'est un monde de dark fantasy,
hyper profond. George R.R. Martin, l'auteur de Trône de Fer, a participé au scénario. C'est vraiment très beau visuellement, puisqu'on est dans une espèce d'entremonde, entre presque comme surnaturel, comme dans des limbes, un peu entre la vie et la mort. On a un héros qui arrive là-dedans, on nous dit absolument rien. C'est de la découverte pure et dure, puisque moi qui aime découvrir des mondes nouveaux, des univers, là on découvre, on peut se balader absolument partout, c'est un monde ouvert. On se fait tuer tout le temps, mais ce qui est très bien, c'est qu'on n'est pas bloqué par un boss. On peut très bien se dire, ben voilà, je vais revenir plus tard quand j'aurai gagné en expérience pour affronter ce boss. Donc il y a un côté, voilà, en permanence recherche. Il y a des souterrains, des trésors, des choses cachées absolument partout. Le level design est génial. Les influences, on retrouve l'influence Dark Fantasy, bien sûr, Berserk, voilà, plein de choses qu'on a pu aimer quand on aime la Dark Fantasy. Voilà, c'est très sombre, les châteaux sont dévastés, tout est en ruine, tout est mort. Voilà, mais voilà, c'est vraiment d'une richesse incroyable, d'une longueur incroyable, et ça en met plein les yeux. Voilà, moi j'ai adoré tous ces mystères, et du coup j'ai acheté le guide du jeu, voilà, qui s'appelle Elden Ring l'Entreterre, les tomes du savoir, volume 1, et vous avez une très jolie carte. Voilà, au début, très bien. Et puis, quand vous voyez l'épaisseur du tome 1, parce qu'il y a un deuxième tome qui va sortir en mars, vous vous dites, non mais c'est incroyable. Il y a un nombre d'endroits à visiter avec des points d'intérêt. Il y a un nombre de secrets, c'est écrit tout petit. Voilà, tout ce qu'on peut découvrir dans cet univers, dans ces donjons, dans ces lieux, c'est incroyable. Voilà. Et du coup, toutes les zones sont détaillées, sont explicitées, mais voilà, il y a des secrets absolument partout. Bon, pour ceux qui aiment un peu chercher, trouver, voilà, on est projeté dans un monde. Enfin bref, voilà, j'ai trouvé que c'était un jeu absolument exceptionnel, extraordinaire. Je ne sais pas combien de temps ils ont mis pour faire ce jeu et cet univers, mais franchement, c'est génial. Donc Elden Ring, le jeu de l'année vidéo, mais de très très loin pour moi. J'ai adoré. Voilà, ensuite je voulais aussi vous faire, mais alors très rapidement, le petit bilan, puisque là ma chaîne Contre en Pop Music pour l'instant est en hibernation, je n'ai pas le temps avec tous les livres que j'ai à vous proposer. Je voulais faire un petit bilan musique de l'année. Et puis après je vous ferai le bilan série cinéma. Du coup en cinquième place, voilà, Tears for Fears, The Tipping Point, le retour de Tears for Fears, voilà, avec un album très beau, avec ils ont toujours gardé leur voix, c'est magnifique, vraiment de très très belles chansons. En quatrième place, vous savez que j'aime beaucoup le progressif, c'est Porcupine Tree, le retour du groupe de Steven Wilson avec Closure Continuation. Voilà, c'est vraiment du progressif, c'est du rock. Ils ont reformé le groupe pour une dernière tournée, ils ont fait un nouvel album, donc c'est avec le batteur Gavin Harrison, c'est très très bien. J'ai beaucoup écouté cette année Imagine Dragons parce que je suis allé au concert au Lollapalooza, et donc du coup le deuxième acte de Mercury, je l'ai écouté en boucle et c'est vrai que c'était très très sympa. En deuxième position, The Cure, le retour de The Cure. Donc ils ont réédité Wish, un de leurs meilleurs albums. Ils ont fait une réédition et une tournée, donc j'ai pu aller les voir en concert, c'était fantastique. Et Wish, un de mes albums préférés, ils l'ont remasterisé à Abbey Road avec 2 CD supplémentaires de chansons qui n'avaient pas été encore produites, réalisées, dont des instrumentaux, plein de choses. Voilà, donc 3 CD vraiment pour ceux qui aiment Wish, c'était excellent. Et en première place, j'ai mis l'album, ce que j'appellerais, même si c'est pas le premier, le vrai album solo de Eddie Vedder, Earthling, voilà, qui est Eddie Vedder, le chanteur de Pearl Jam, qui nous fait un vrai bon album de rock, qui embrasse enfin ce côté-là, puisqu'il avait fait des albums solo, mais c'était un peu avec du ukulélé, des choses très acoustiques. Là, vraiment, il fait un vrai premier album, je dirais, et il se place dans la veine des Bruce Springsteen, et il fait un album absolument génial, avec des chansons énervées, enlevées, type Pearl Jam, mais aussi des chansons beaucoup plus lentes, voilà, des très très belles chansons, et c'est super bien produit. Il y a des musiciens de talent qui sont venus avec lui, comme le batteur des Red Hot Chili Peppers. Voilà, il y a vraiment un superbe album. Donc ça, c'était côté musique. On fait le série cinéma en suivant. Allez, le top 5 du série cinéma, je suis lancé. Alors, en cinquième place,
j'ai House of Dragon. Alors House of Dragons, c'était avec Ring of Power les deux séries les plus attendues, et c'est vrai que moi je suis resté un peu mitigé sur ces deux séries. Je les ai quand même mis dans mon top parce que c'est quand même des séries qui sont intéressantes, on aime les suivre, elles sont belles, mais pas complètement emballées. Pourquoi? Pour moi, House of Dragon souffre de la comparaison avec Game of Thrones, voilà, son aîné. Je trouve l'histoire de Game of Thrones était beaucoup plus mature, les personnages étaient beaucoup mieux. Voilà, on s'attachait complètement aux personnages tout de suite, ils étaient très caractérisés. Et c'est vrai que j'ai revu le Trône de Fer, et c'est vrai que c'est un régal, et ça met une raclée terrible, je trouve, à House of Dragon, qui est malgré tout très bien produit, très bien filmé, avec de très bons acteurs, mais l'histoire est bien mieux, et il se passe beaucoup plus de choses dans le Trône de Fer. Donc voilà, House of Dragon, on est content de retourner dans l'univers, mais ça vaut pas le Trône de Fer pour moi, c'est beaucoup moins bien écrit, voilà, même si Martin s'est occupé des deux. J'ai mis en quatrième position Ring of Power, un peu la même critique, c'est-à-dire que voilà, c'est très très beau, j'ai trouvé que c'était magnifique en termes de production, de décor, de réalisation. J'ai trouvé décevant le casting. Alors est-ce que c'est à cause justement des personnages qui sont mal écrits, mal caractérisés, et que du coup on ne s'attache pas trop aux personnages, ou est-ce que c'est le casting des acteurs qui ne colle pas, le jeu des acteurs? À part Galadriel, j'ai trouvé que les acteurs manquaient de charisme et on s'attachait pas aux personnages. Pourtant, des personnages qui sont cultes comme Elendil, voilà, il y a plein de personnages, on les attendait tellement. Voilà, et moi, on est tellement content quand même de trouver une série Seigneur des Anneaux et de plonger dans cet univers qu'on n'a qu'une envie, c'est de l'encourager, que ça continue et que les scénaristes progressent et gardent la même qualité esthétique, mais améliorent le scénario. Voilà, on attend que ça. J'ai quand même passé un bon moment et on a envie de la défendre, même si elle n'est pas parfaite. Ensuite, j'ai beaucoup aimé en troisième place Last Kingdom. Vous savez que les aventures de vikings adoptifs Uhtred de Bebbanburg qui se défend l'Angleterre contre les hordes de vikings. Voilà, j'aime beaucoup The Last Kingdom. C'est une série qui n'est pas assez connue pour moi, qui a fini par devenir meilleure que la série Viking, qui est pourtant une référence. Voilà, c'était vraiment super. Et normalement, ça devrait se conclure par un film, apparemment, cette série. Mais c'est vraiment à voir. Une série que j'ai adoré voir en deuxième place, c'est Tokyo Vice. Voilà, Tokyo Vice, c'est une histoire d'un jeune homme, d'un jeune américain, journaliste, une histoire vraie, qui va partir au Japon pour devenir journaliste d'un grand journal, et qui va se confronter aux Yakuza. Et le premier tome le premier épisode, le pilote, a été filmé par Michael Mann, donc le créateur de Miami Vice et le réalisateur du Dernier Mohican et de plein d'autres Collatéral. Voilà, c'est un très grand réalisateur, Michael Mann, et avec ce pilote, il fait un tabac. Je trouve qu'il retrouve vraiment sa façon de filmer, et c'est absolument génial ce premier épisode. Le problème de la série, c'est que derrière, c'est plus Michael Mann qui filme, et tout de suite, on retombe dans une réaction beaucoup plus plate, et c'est bien dommage. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à m'immerger dans ce Japon qui est magique. Voilà, et tellement, ça change tellement par rapport à notre civilisation à nous, voilà, à notre pays à nous. Donc voilà, en première place, j'ai mis Stranger Things saison 4. Voilà, Stranger Things, c'est un peu la Madeleine de Proust de tous les geeks et de tout ce qui aime la culture pop. Voilà, c'est vrai que c'est tout ce qu'on a aimé, tout ce côté Spielberg, Stephen King, tout est mélangé, ils reprennent des références de partout, mais ça fait quand même plaisir, c'est chouette. Et puis là, on avait vraiment un antagoniste très réussi avec ce fameux Vecna, et des épisodes toujours plus ambitieux, avec plus de moyens, des épisodes qui durent 1h30 ou presque 2 heures, comme des vrais films. Il y avait une vraie ambition, et c'est vrai qu'on s'est régalé avec cette série de Stranger Things. Et voilà, moi j'ai apprécié à chaque fois, je m'éclate, et je trouve ça vraiment hyper réussi. Et puis voilà, le but du jeu, c'est d'avoir du plaisir, et c'est ça qui m'a donné le plus cette année. Vivement la fin, la suite. En cinéma, beaucoup plus compliqué de trouver des films de qualité. C'est vrai que c'est pas évident, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, en cinéma. Voilà. Alors peut-être que je vais pas voir les bons films, ou peut-être que c'est pas facile d'en trouver des bons, à voir.
Après, j'ai mis en 5e place le Glass Onion de Netflix qui vient de sortir. J'aime beaucoup les Murder Mystery, les Murder Party. J'avais adoré À couteau tiré le premier. Le deuxième est un petit peu moins bien, un petit peu différent. Mais j'ai passé un très bon moment. Il y avait un casting d'enfer. J'aime bien ce côté un peu, on se prend la tête. C'est un peu comme un jeu d'escape game, mais version film. C'est sympa. J'ai mis en 4e place Nightmare Alley de Guillermo del Toro. Voilà, j'aime beaucoup l'univers de ce côté, l'Amérique des années 50, 60, les frics, les cirques, cet univers qui retranscrit parfaitement Guillermo del Toro. Et il y a un casting d'enfer, c'est très bien joué, c'est très bien filmé. Après, j'ai mis en 3e place Avatar, La Voix de l'eau. Alors, je viens de le voir, Avatar, je sais que j'ai passé un très bon moment au cinéma. Et c'est vrai que ça fait plaisir aussi de voir des grandes fresques. Moi, j'adore les univers comme Le Seigneur des Anneaux, les grands films, les grandes épopées. Et c'est vrai que James Cameron, c'est quand même un grand réalisateur, il déçoit rarement. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les premiers, généralement les premiers épisodes, parce que c'est la découverte du monde. Moi, j'aime beaucoup le Communauté de l'Anneau, le premier Star Wars. Voilà. J'aime bien rentrer dans un monde. Et c'est vrai que ça fait les deux généralement j'aime moins, mais c'est vrai que c'est quand même costaud, c'est quand même bien, et ça fait plaisir de voir autre chose au cinéma que des Marvel. Donc du coup, voilà, Avatar, ça met quand même une bouffée d'air frais, et ça va relancer le cinéma, la fréquentation des cinémas, parce que ça cartonne, et ça c'est une très très bonne chose. En 2e place, j'ai mis The Green Knight. The Green Knight, c'est un film qui est passé complètement inaperçu en France. Il est disponible sur Prime. C'est David Lowery. Et du coup, c'est l'histoire du Chevalier Vert. Alors le Chevalier Vert, c'est une légende du mythe arthurien. Et c'est vrai que j'ai bien aimé la proposition. C'est très, il y a plein de risques. C'est très lent, c'est très contemplatif. Voilà, ça change, il y a des ambiances vraiment, et j'ai trouvé que voilà, je m'y retrouvais dans ce côté, ce chevalier errant au bord des routes, Gauvin qui va vers son destin, et j'ai trouvé que ça c'était très très beau. Et en première place, j'ai mis un film d'animation, j'ai mis le Sommet des Dieux. C'est Baku Taniguchi qui avait fait le manga, Le Sommet des Dieux, en 4 ou 5 tomes, 5 je crois. Et ce manga, je vous l'avais présenté, d'ailleurs j'avais beaucoup aimé cette version. Et là c'est un film animé français, et donc c'est de très très bonne qualité. Ils arrivent à résumer très bien l'ambiance, l'histoire, voilà, c'est beau, c'est émouvant sur ces alpinistes, une amitié entre un alpiniste et un journaliste sur fond de quête de l'Everest. Voilà, c'est superbe, et j'ai passé un excellent moment avec le Sommet des Dieux que je vous recommande. Alors bien sûr, il y a plein de choses que je n'ai pas vues. Voilà, je n'ai pas vu The Northman par exemple, je n'ai pas vu Nope. Il y a des films que j'aurais aimé voir, Everything Everywhere All at Once, j'ai pas vu non plus. En série, je n'ai pas fini Better Call Saul, Andor, For All Mankind, White Lotus. Donc il y a plein de choses qui auraient pu rentrer dans les tops là, mais que je n'ai pas encore vu faute de temps, et qui à mon avis sont très bien. Et ben, c'est là que j'attends aussi vos commentaires pour me motiver, pour me dire ah, tiens, va voir celle-là, elle est vraiment super, et voir ce film. Voilà. Et c'est vrai que arriver à trouver les bonnes pépites, les bonnes choses, il y a énormément de choses qui sortent en série ou en cinéma, c'est pas évident. Alors, en série, peut-être plus facile de trouver des bonnes choses, mais en cinéma, c'est pas forcément facile. Voilà, vous avez vu, j'ai enchaîné tous ces tops le mieux possible, le plus vite que je pouvais. Voilà, j'attends vraiment vos commentaires. Allez-y, mettez-moi des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, ça va me permettre de continuer à faire vivre cette chaîne. Voilà, abonnez-vous, mettez-moi des commentaires. Et des pouces, et partagez maximum, essayez de faire connaître la chaîne autour de vous. C'est comme ça que j'arriverai à avoir plus de livres et plus de choses, à pouvoir vous offrir des vidéos de meilleure qualité, bref, faire vivre Contre en pop culture. Voilà, je vous souhaite encore une fois une très bonne année, mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, et puis je vous retrouve très bientôt avec plein de vidéos sur des beaux livres, sur des BD, et surtout le côté pop culture. Voilà, merci, au revoir.